Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. Lundi, l'Union pour la sauvegarde des villages a déposé une pétition au Conseil régional pour remettre en cause un arrêté préfectoral sur la ligne à grande vitesse. Le Prozac prescrit précocement après un accident vasculaire cérébral peut améliorer la récupération de la motricité. C'est en tout cas ce que nous révèle une étude publiée mardi par des chercheurs de l'INSERM de Toulouse. À l'occasion du Salon Mahana du tourisme qui ouvrira ses portes le 11 février prochain, nous nous sommes penchés mercredi sur l'expansion du tourisme de proximité. Jeudi avait lieu la finale régionale de la 37e édition du championnat de France des desserts. Et enfin, un colloque sur l'alcool et la grossesse s'est déroulé vendredi à La Beige, l'occasion d'éclaircir un sujet souvent méconnu et de faire le point sur la situation en Midi-Pyrénées. Depuis que le ministre a demandé que le tracé, le fuseau D et le fuseau alternatif soient étudiés de la même façon, nous constatons des dysfonctionnements dans cette demande. Depuis le mois de décembre, deux faits nous prouvent ce dysfonctionnement. Le premier fait, c'est l'arrêté préfectoral qui a été pris en décembre. Cet arrêté préfectoral ne respecte pas la demande du ministre. Et la deuxième chose, c'est la consultation, ou la soi-disant consultation, réalisée par RFF, en période de vacances, qui elle aussi ne respecte pas la demande du ministre. On est très étonnés, puisque au mois de novembre, nous avions rencontré ces différentes instances qui nous avaient indiqué que tout serait fait de façon adéquate et conformément à la demande du ministre. Or, depuis le mois de décembre, nous constatons que ce n'est pas le cas. Donc un petit rappel à l'ordre, et nous amenons là 2000 signatures et pétitions concernant un petit peu notre demande de bien faire attention que tout se passe dans de bonnes conditions. Sinon on va au recours et justement nous déposons un petit recours contre l'arrêté préfectoral pour le mettre en conformité à la demande de Monsieur le ministre. Le Prozac prescrit précocement après un accident vasculaire cérébral peut améliorer la récupération de la motricité. C'est en tout cas ce que révèle une étude publiée hier par les chercheurs de l'INSERM de Toulouse. Une découverte que nous explique François Chollet, directeur de l'étude. Le point important de cette découverte est que, à travers la prescription de fluoxétine, il est possible, et c'est ce qui a été montré dans l'essai qui est publié aujourd'hui, que la motricité, la capacité motrice des patients porteurs d'accident vasculaire cérébral soit réduite. Et donc c'est un traitement qui a un intérêt potentiel évident, c'est-à-dire qu'il permet probablement de réduire le handicap final moteur de ce type de patient. Cette étude menée sur 118 patients, 59 qui prenaient 20 mg de fluoxétine par jour et 59 un placebo montre des effets positifs de la fluoxétine sur l'évolution des malades. Une évolution qu'a pu toucher du doigt Jean-Michel Sanchez, 64 ans et victime d'un accident cardiovasculaire il y a 14 mois. Quand on voit comment j'étais, on dit c'est bien après. Ça a été efficace parce que je vous dis, je ne bougeais plus. Là je bouge, je suis capable de me débrouiller tout seul, de faire mon jardin. Tout seul. Il n'y a qu'à la pêche encore que je suis obligé d'être accompagné. Là, vous voyez un homme qui s'est remis debout, qui se penche, qui est redevenu indépendant. Et donc ça, pour M. Sanchez, à titre individuel, c'est super. Il y a des malades qui, naturellement, évoluent comme M. Sanchez. Mais les patients sous fluoxétine ont évolué en plus grande proportion dans cette catégorie de malades que dans des malades qui ont gardé un handicap très important. Et ça, je crois qu'il faut bien le nuancer, parce que ça, dans certaines occasions, on dit est-ce que ça vous a sauvé? Ça ne l'a pas sauvé, ça lui a donné une plus grande chance d'être indépendant à 3 mois. Un effet connu à 3 mois qu'il faut maintenant évaluer à plus long terme. Du 11 au 13 février prochain, le Salon Mahana du tourisme ouvrira ses portes au Parc des Expositions de Toulouse. L'occasion pour les Toulousains de découvrir des destinations exotiques ou redécouvrir le patrimoine local. Un tourisme de proximité en pleine expansion, comme nous l'explique Marianne Chander-Nagor, présidente du Salon. Il y a une bonne tendance à l'heure actuelle du tourisme de proximité. C'est vrai que les Français ont tendance à partir peut-être plus près de chez eux, en France, chez des amis. Mais en fait, ce n'est pas antinomique du tourisme plus lointain. C'est-à-dire qu'une période de l'année, le visiteur toulousain a peut-être envie de partir l'été en club à l'étranger. Et puis hors saison, il ira faire des balades en famille ou partira un week-end pour un tourisme plus nature. Les deux ne sont pas antinomiques, mais effectivement, la découverte de son patrimoine local, la découverte de son patrimoine régional est très important à l'heure actuelle.
Résultante de ce changement dans la hiérarchie des destinations de vacances, Toulouse se voit donner l'occasion de mettre en avant son patrimoine culturel exceptionnel. Je pense que Toulouse a des atouts particulièrement forts en matière culturelle. Et quand nous disons culturel, cela évidemment coiffe un ensemble de domaines qui n'est pas uniquement le patrimoine. Donc nous avons effectivement des activités liées à la musique, liées au théâtre, liées aux manifestations sportives aussi, parce que ça aussi c'est de la culture. Donc tout cela nous permet de défendre nos couleurs. Enfin, pour les aventuriers, le salon propose cette année 2 nouvelles destinations. On a de nouveaux, effectivement, qui sont Taïwan et le Pérou, alors qui sont assez nouveaux d'ailleurs sur les salons du tourisme en province, parce qu'ils viennent à la conquête des Français, mais surtout des Toulousains. Et donc, ce sont 2 destinations très nouvelles. Le Pérou et Taïwan n'ont jamais exposé. Taïwan est assez peu connu. C'est d'ailleurs, ce n'est pas le pays, mais c'est une région, et donc il gagne à être connu. Quant au Pérou, ce qui est intéressant de voir la présence du Pérou, c'est que ça peut peut-être amener dans les années à venir une présence forte de l'Amérique latine, ce sont des pays émergents aussi en termes de tourisme pour les Français, qui recherchent beaucoup l'Amérique latine maintenant, et donc peut-être que l'avenue du Pérou cette année, qui est objectivement un pays absolument magnifique, y compris au sein de l'Amérique latine, qui est vraiment à découvrir. Le Pérou amènera peut-être un pôle Amérique latine à terme, et ce serait vraiment très positif pour Toulouse. Faire du beau et du bon, telle était l'ambition des 8 finalistes régionaux du championnat de France des desserts qui se déroulait mercredi dans la Ville Rose. Quelques heures avant leurs aînés, ces élèves des lycées hôteliers et CFA ont été confrontés successivement à 2 jurys. Le premier qui surveille le déroulement de l'épreuve et qui juge le travail, et le second qui note la présentation, la dégustation et l'originalité des desserts. Des jurys qui n'ont pas la même importance. C'est quand même le goût qui l'emporte, puisqu'on a 60 points qui est attribué à la dégustation contre 40 à la technique. Et il ne faut pas oublier que le dessert, avant tout, est fait pour être dégusté et conclut la fin du repas. Donc c'est vrai que c'est la dégustation qui prime. Une partie dégustation très importante donc pour ces élèves qui viennent eux-mêmes présenter leur création aux 5 professionnels présents. Un jury qui ne doit rien laisser passer. À partir du moment où c'est un concours, encore une fois, on est obligé de prendre en compte toutes les parties techniques du travail. D'abord la présentation, la partie technique, la partie texture. Donc il faut que les textures soient en harmonie, elles soient bien réalisées. Ensuite que les parfums soient en harmonie aussi. Donc voilà, c'est quand même très professionnel au niveau du travail fini, quoi. Un monde professionnel que ces jeunes devraient rapidement toucher du doigt, et même si ce concours ne s'est pas toujours bien passé, l'optimisme, lui, est bien au rendez-vous. On est préparé à vraiment des gros coups de feu, ce qu'on appelle, mais après, voilà, c'est une habitude à prendre. Là, c'est vrai que le stress, il est beaucoup plus important parce que c'est un concours, on est tout seul, voilà. Mais en cuisine, sinon, on est en équipe, et voilà, c'est un gros travail d'équipe, on s'entraide, et puis ça sera toujours comme ça, donc le stress est moins présent. Boire ou enfanter, il faut choisir. C'est par ce slogan qu'aurait pu s'ouvrir le colloque organisé hier au centre Diagora de la Beige. Toute la journée, de nombreux professionnels se sont succédés pour aborder ce sujet tabou qu'est l'alcoolisation fœtale, une pratique difficile à repérer de façon précoce. Il y a 2 situations. Soit elles n'ont pas conscience d'avoir un problème, c'est un cas extrêmement répandu parce qu'on a encore les images sociétales stéréotypées des alcooliques. Et ensuite, parce que si elles sont dans le problème et si elles ont quand même conscience d'être dans le problème, il doit y avoir une immense culpabilité, une honte à en parler. Donc c'est pour ces 2 raisons qu'on a peu de chance de voir en consultation spontanée d'alcoolologie des femmes qui ont de gros problèmes avec l'alcool, d'où l'intérêt de se relier avec les structures, les praticiens qui les voient. Des structures qui doivent donc travailler main dans la main pour donner tous les outils nécessaires à ces mères pour stopper au plus vite toute consommation d'alcool. Des mères qui ont besoin de soutien non culpabilisant. Vis-à-vis de ces populations, très souvent un manque de confiance. Et donc la peur d'être stigmatisée, la peur qu'on place leur enfant, tout ça font que ces femmes ne vont pas parler de leur consommation. Il faut arriver en leur disant on n'est pas là pour vous séparer de votre enfant. S'il faut organiser quelque chose pendant vos soins, il faut qu'on l'organise pour que vous puissiez voir votre bébé, votre enfant très régulièrement. Il faut que nous adaptions
le système de santé aux exigences d'une population qui cumule souvent beaucoup de vulnérabilité. Un système de santé adapté pour permettre l'arrêt définitif de prise d'alcool pendant la grossesse et l'allaitement. À titre d'exemple, une prise modérée d'alcool pendant la grossesse entraîne pour l'enfant des altérations du développement, des difficultés des apprentissages scolaires, des troubles du caractère et du comportement, générateurs de conduite d'exclusion sociale. Mais si la prise d'alcool modérée a des conséquences, ce sont les phénomènes de binge drinking qui sont les plus préoccupants. C'est ce mode d'alcoolisation unique massif qui est le plus dangereux, avec un risque malformatif. Ça survient durant les 3 premiers mois de grossesse, au moment de la formation du cœur, il y aura des malformations cardiaques. Au moment de la formation du rein, il y aura des malformations rénales. On est vraiment dans quelque chose qui est de la pollution intra-utérine. À noter que l'on estime aujourd'hui que l'alcoolisation fœtale concerne un enfant sur 100, soit environ près de 7000 naissances par an.